Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a fait intervenir 9 bureaux d'architecture ou photographes ou paysagistes ou urbanistes dans cette exposition, à la fois pour nous faire part de témoignages de sinistrés, mais aussi et surtout de montrer différentes stratégies qui pourraient être mises en place pour commencer à réapprendre à vivre avec le risque des inondations. Le travail ici qui est présenté par Massia Durné a été une commande de notre part qui pour nous était la commande la plus difficile parce qu'on parle de l'habitat et donc on est face justement à ce qu'ont vécu les sinistrés, la perte totale de leur maison. On sait qu'on est à peine à 1 an de ce qui s'est passé, qu'ils sont encore dans des murs humides, qu'ils sont encore dans des papiers pour essayer d'avoir de l'argent pour reconstruire leur chez eux. Ceux qui ont reconstruit leur chez eux, pour certains, ne se retrouvent même plus chez eux parce que les interrupteurs ne sont plus au même endroit, parce que la couleur n'est plus la même, parce que pour plein de choses. Et donc c'était difficile pour nous, c'était un vrai challenge de confier cette mission de comment on pourrait modifier un habitat pour le rendre toujours habitable et de façon positive malgré ce risque des inondations. Et donc je suis ravie, Cybrine et FX, que vous ayez accepté de prendre cette commande et surtout pour ce résultat-là que je vous laisse maintenant expliquer. Merci Audrey. Le plaisir était pour nous. On s'est dit, allez, on rentre dedans. Mais comment et c'est un peu la question qu'on a posée à Lika, à Audrey, en demandant quels étaient les attendus. Et en gros, les attendus viennent d'être énoncés. Alors, notre démarche a été en 3 temps. D'une part, se demander comment on allait y venir, donc la méthode, quels postulats on allait pouvoir avoir, et puis quels documents on allait rendre. Dans le postulat, on ne voulait pas être dans quelque chose qui soit défensif. Malgré l'actualité, malgré tous les enjeux humains, on avait le souhait de dépasser une attitude de repli qui se charge de moyens peut-être beaucoup trop techniques pour justement repousser l'eau. Ça, c'était peut-être ce qu'on voulait à tout prix éviter. Et puis alors de se demander si on pouvait avoir cette approche qui accueille l'eau. Et accueille l'eau, alors on a parlé d'inondation, mais on peut parler aussi de la pluie qui est en lien avec l'inondation. Et de voir comment ça pouvait, vers quel projet ça pouvait nous mener. Alors, dans les moyens, quelque part, on reste des praticiens. Oui. On s'est dit qu'on allait l'aborder comme un vrai projet, avec un programme, avec pas des mètres carrés, mais presque. Et pour ne pas investir la réflexion dans un lieu que l'on doit composer, on s'est dit qu'on prenait un bâtiment que l'on connaissait, dans lequel on allait à l'essentiel en termes de structure. Et qui allait pouvoir nous permettre d'illustrer les moyens que l'on souhaitait pouvoir montrer. Alors ces moyens, j'évoquais le fait que ce ne soit pas high-tech. Alors comment faire pour que ce ne soit pas high-tech ? Quelque part, c'était céder, au sens premier du terme, céder de la place aux inondations et de se dire qu'on occupait les étages, non pas qu'on se replie aux étages, mais qu'on définissait un terrain qui soit un terrain commun. Et donc la question de la frontière, de la limite de la propriété a été un des enjeux de la réflexion. En voyant aussi quel potentiel elle pouvait avoir pour le projet. Alors par rapport au terrain justement que l'on dégageait, on y a vu de l'intérêt pour les personnes qui pouvaient y habiter. En se disant, ce qui manque en ville, c'est essentiellement des espaces verts. Et ce bâtiment-là n'a pas de jardin. Dans l'hypercentre, il y a quand même très peu de bâtiments qui ont des jardins. Maintenant, il y a un intérieur d'îlot qu'on voit ici sur les documents,
qui est vaste, mais qui est occupé à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est la situation de l'hypercentre. Et en se disant qu'on accepte de partager cet espace-là, avec un degré de partage qui reste à définir, est-ce que c'est accepter que les gens traversent cet espace-là? Est-ce que c'est accepter que les gens restent là? Est-ce que c'est avoir ici une fermeture et privatiser? Donc ça, ce sont des questions ouvertes. Et c'est peut-être ça qui nous a intéressés dans la démarche, plutôt que de se dire on va avoir telle technique ou telle autre, bien que ça fasse quand même partie de nos objectifs. Mais donc plutôt d'être dans une démarche et dans une posture que d'emblée être dans de la résolution. L'intérieur d'îlot, on s'est pris à rêver de le libérer complètement, le déconstruire et de se dire, du coup, ça n'implique pas uniquement les personnes qui habitent ici, mais ça implique aussi peut-être la ville, ça implique un milieu un peu plus large, peut-être les politiques, ça nous implique de se dire que finalement, on accepte de se défaire d'une partie parce que ça va faire du bien à la collectivité. Envisager, voir qu'offrait le bâtiment, que peut offrir l'architecture, pour citer le bureau de Wilder-Wiltailleux. Et puis alors, de voir quels étaient les aménagements, et la technique vient alors à ce moment-là pour rendre possible les solutions qui sont envisagées. Alors si je parle de technique, c'est simplement parce qu'il y a ici un silo qui devenait pour nous un totem urbain, qui est en fait simplement des citernes à eau de pluie, qui sont empilés, chose qui est rarement possible dans des habitats d'un certain âge dans le centre. La toiture végétale, ça devient relativement commun, avec des prises de position néanmoins, de se dire qu'il y a un espace où on va peut-être pouvoir cultiver, donc on a une attitude un peu engagée vers l'environnement, mais ça permet de collecter en plus de la surface ici disponible. Comment gère-t-on la cage d'escalier qui est existante? Est-ce que ça ne devient pas un espace où on capte de la lumière et qui va profiter aux espaces de vie? Les espaces de vie ici sur ce document-ci et ce document-là, en fait, sont laissés presque sans intervention, justement parce que ce n'était pas l'espace qui nous intéressait, c'était plutôt les zones de partage, avec quand même de la végétation qui les occupe. Le rez-de-chaussée dont on parlait, avec le jeu en 3 dimensions qui se lit beaucoup mieux ici sur la maquette, de se dire, justement, la 3 dimensions va permettre de profiter de beaucoup plus de hauteur pour développer des espaces verts, va permettre à un moment donné, si l'eau arrive, qu'elle puisse s'évacuer, qu'on ne fasse pas réservoir, et que si elle rentre dans l'habitation, elle puisse y rester, voire elle puisse s'évacuer, elle puisse passer au-delà. Et on accepte que ce qui soit là ne soit pas quelque chose de précieux. Les intérieurs d'îlots ne seraient pas simplement des espaces verts, mais seraient peut-être des zones un peu marécageuses. On a évoqué le terme, on a utilisé le terme bayou à un moment. Ça nous faisait rire. C'est exotique. Oui. Et puis alors le document technique. Ici, qui nous permettait, et c'est ça que je parlais de moyens d'architecte, de se dire tout ceci, ce sont des intentions. En fait, c'est presque une esquisse qu'on pourrait présenter à quelqu'un en disant ça va être comme ça, mais ça reste de l'ordre presque du rêve. Et les deux ont été envisagés comme ça. C'était un rêve éveillé. Mais l'idée n'était pas de faire une maquette d'architecte avec des choses complètement finies et autres. On est dans un domaine un peu imaginaire et utopique. Et donc les moyens utilisés comme le collage ou la maquette en béton nous permettaient de nous libérer un peu de nos contraintes habituelles, entre guillemets, ou nos volontés habituelles d'architecte. Et donc c'est plutôt une évocation de ce que ça pourrait être que de solutions à proprement parler. Alors, ce qui nous intéressait dans ce moyen-ci, c'est que ça parle à un public plus large. Ça peut toucher des sensibilités ou des âges différents, mais ici, de se dire, finalement, on est comme un architecte et on a envie de le vérifier et de se dire, est-ce que tout ça tient la route? Et à ce moment-ci, avoir les 3 documents avec un degré de précision qui soit différent, avec une atmosphère, un imaginaire différent, on avait l'impression de faire le job.
Absolument. C'est vrai que les commandes que l'ICA passe en général demandent de s'abstraire. Le but des commandes que l'on passe, c'est justement de se permettre de réfléchir et d'aller plus loin, un peu au-delà, de garder certaines contraintes, mais de se libérer d'autres pour essayer de faire évoluer la question qui est posée et d'apporter d'autres réponses et de tirer vers le haut. Et c'est vrai que si par les matières, la plasticité qui est employée, on peut créer de l'émotion et on peut élever le débat, le regard, c'est vraiment ce que l'on demande et ce que l'on attend. Et c'est vrai que voilà, tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus que juste de la gestion de l'eau. Et donc ça, c'est ça qui nous a beaucoup intéressé dans votre démarche, c'est cette approche à la fois holistique, mais en même temps vérifiée de façon technique. Et puis surtout, nous, ce que l'on voulait, par rapport à ce que Frédéric Rossano présente, où il présente vraiment des projets réalisés qui travaillent avec ce risque de l'eau à chacune des échelles et à des programmes différents, qui sont vraiment des choses qui sont réalisées. C'est à contrario ici de venir rêver avec le patrimoine qui est le nôtre. Et l'idée, c'est d'éviter de prendre des exemples qui soient déjà faits et de faire du copier-coller. Comme on a beaucoup entendu directement après les inondations, où on a dit bon bah alors on va mettre des pilotis partout sur les bords de la Vesdre. Non, c'est pas ça la solution. Et on le voit très bien. Et c'était vraiment cet équilibre-là qu'il fallait trouver, c'est-à-dire de rendre ce risque habitable. Hein, en fait, c'est vraiment ça. Mais en préservant voilà, les endroits où les gens habitent actuellement, parce qu'on est bien sûr attaché au lieu où on habite. Et c'est essayer de pouvoir faire évoluer et d'essayer de se dire comment on pourrait habiter autrement et faire autrement avec le patrimoine que l'on a. Et donc d'avoir... ça pose même d'autres questions et possibilités, c'est-à-dire que beaucoup de centres de villes moyennes en Belgique, enfin en Wallonie, sont délaissés. Comment est-ce qu'on peut les rendre à nouveau habitables? Donc ça ne résout pas simplement le problème de l'eau. Et quand je dis de l'eau, c'est pas que de l'inondation, parce que du coup, ça règle aussi ça pose aussi et ça apporte aussi des réponses au problème de sécheresse. Hein, c'est aussi ce que vous proposez. Et puis, c'est d'autres manières d'habiter ce patrimoine qui est déserté. Enfin, on le voit très bien dans cette rue. Dès qu'on lève un peu, il y a des rez-de-chaussée déjà qui sont de moins en moins utilisés, mais dès qu'on lève le regard, tout est vide. Donc mais la question de commerce aurait pu être abordée, on l'a évoqué, et puis alors on s'est dit non, là on se perd, autant se concentrer. Par contre, ce qui nous interpellait, c'est qu'au-delà de l'approche un peu bohème, de se dire on va se défaire de 80 mètres carrés ou plus, à un moment donné, on s'est mis à rêver de cet espace-là et de se dire qu'on aimerait bien vivre dans un quartier qui ait cette générosité et cette ouverture, prenant en exemple des rues, comme vous en connaissez tous, dans des quartiers résidentiels où finalement les personnes se ferment, volets, rideaux, tout ce qu'on veut, système de filtre, et qui culturellement ne permet pas de vivre ensemble. Et dans le fait d'avoir ces ouvertures, ces échappées presque à la Le Corbusier, où on passe en dessous des habitations, eh bien, on retrouvait une sorte d'humanité. Par contre, là où on se détache complètement du courant moderniste, c'est de se dire que le contexte est primordial. Et qu'ici, le bâtiment, il est ce qu'il est, et puis il faudrait que ça déteigne, mais que l'on s'ancre dans un contexte spécifique. Et pour ça, la maquette, le fait de travailler sur un bâtiment existant nous semblait avoir du sens. Tout à fait.
Donc, si on a décidé aussi de vous joindre, hein, tous les deux, ces deux approches, c'est que on trouve que c'est vraiment dans vos deux projets que l'approche holistique est très tangible, et aussi parce on est à des échelles qui se complètent, hein, et on le voit ici. Et donc, ce que je propose, Thierry, c'est qu'on retourne s'asseoir et puis que tu nous expliques un petit peu le projet qui est présenté ici. Donc peut-être présenter Tactique, qui existe depuis 2005 et dont tu es un des deux associés. Et quelle est la philosophie du bureau? En 3 phrases. Il faut répondre tout de suite dans les questions-réponses. Non, on n'est pas... Alors, juste pour présenter en 2 mots qui nous sommes, donc je suis architecte paysagiste. J'ai d'abord suivi des études de jardinier à la ville de Paris. Et ça m'a donné envie d'aller vers le paysage. Et du paysage, je suis allé vers l'urbanisme. Et notamment après avoir rencontré Alexandre Chemetov, avec qui j'ai travaillé en atelier de projet, aller aux Pays-Bas pour travailler pour faire la ville avec le paysage. C'est à ce moment-là que je rencontre Sébastien Penfornis, qui lui a fait histoire de l'art, architecture, et qui se retrouve à la TU Delft pour faire de l'urbanisme. Et nos trajets se croisent là. Donc des disciplines différentes, des parcours différents qui, ensemble, vont travailler pour construire cette démarche qu'on ne pourra pas résumer en quelques phrases, malheureusement, mais qui a débuté il y a une quinzaine d'années. C'est aussi aux Pays-Bas que je rencontre Frédéric Rossano, qui est ici présent avec ses travaux et que j'inviterai à enseigner avec moi à Versailles pendant 5-6 ans. Voilà, ça c'est pour un peu introduire qui nous sommes. Pourquoi les Pays-Bas? Parce qu'on était fascinés par les territoires de l'eau et par cette capacité aux Pays-Bas à jouer avec l'eau et ne pas en faire une question de danger à mitiger, à pondérer, mais plutôt une manière de coexister avec l'eau. Frédéric fait bien la critique de cette attitude parce que dans son ouvrage, il nous cite bien que le premier ministère aux Pays-Bas, c'est le ministère de l'eau. Aux États-Unis, c'est l'armée qui gère l'eau. Donc on est à peu près dans les mêmes registres, à tel point que les Hollandais ont oublié la peur de l'eau. Donc ils se sentent tellement protégés par les digues qu'ils oublient de coexister avec l'eau en se disant « c'est bon, on s'est affranchi de ça ». Donc là, le contexte est bien différent. Nous ne sommes pas aux Pays-Bas, nous sommes à Bruxelles, dans une commune qui s'appelle Commune de Forêt, extraordinaire comme nom, et donc dont l'origine est l'extension de la forêt de Soignes qui rencontrait le marais bruxellois, parce que Bruxelles est construit sur un marais partiellement, enfin une certaine partie de la ville. Et donc notre première commande en Belgique, à Bruxelles, est à Forêt, sur un projet qui s'appelle le tracé de l'eau, qui a été énoncé par le bureau Carbone dans le cadre d'un contrat de quartier. Et la question qui était posée était comment récolter l'eau pluviale dans les espaces ouverts, publics, tout le long d'un bassin versant. Commande très originale. Donc pour répondre à cette commande, nous sommes allés sur le site, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans des pratiques contextuelles. Et une dame sort de chez elle et me dit « Que faites-vous là? Venez rentrer chez moi, je vais vous montrer ma cave. » Alors, ça ne se passe pas en France, hein, ce type de rencontre. Donc, bienvenue à Bruxelles. Elle me montre son trou dans la cave. Elle me dit, voilà, nous avons des nappes d'eau souterraines qui nous inondent systématiquement toutes les années et j'ai percé ma cave pour contrôler le niveau de l'eau et la qualité de l'eau que je fais remonter aux autorités publiques. Donc on est dans un autre rapport au risque, un autre rapport à l'expertise. Et moi, je découvre, en tant que praticien qui vient de France, où la culture du projet est une culture top-down, une ingénierie étatique qui s'applique sur le territoire, une autre manière de faire avec les habitants, faire avec les expertises citoyennes, et notamment à Bruxelles, on peut citer les EGEB, qui ont ensuite mené cette recherche qui s'appelle Brusseau, réfléchir à la gestion intégrée de l'eau dans la ville avec des collectifs de citoyens. Donc, pour ne pas être trop long, de quoi s'agit-il? Ce que vous voyez ici est une commande qui a été énoncée en 2018
par les autorités bruxelloises, comment répondre au risque d'inondation à Bruxelles et prendre ce risque comme une opportunité pour des nouveaux projets de paysage. Plusieurs bureaux ont été invités et nous avons choisi d'étendre la réflexion sur le coteau forestois et d'explorer bien plus loin que la commande traditionnelle de la maîtrise d'œuvre. Pour cette exposition, puisqu'il y a aussi une commande spécifique, il ne s'agissait pas juste d'importer une pièce qui a déjà été produite, nous avons voulu convoquer ce tableau dont je vais parler par après. Donc ici, les schémas sont tout petits, mais je vais les commenter. Le constat de cette recherche par le projet, parce que là, on se met dans un dispositif de recherche par le projet, où plusieurs équipes travaillent les unes à côté des autres, ne sont pas en concurrence, mais partagent leurs connaissances et essayent de les croiser, tant bien que mal, c'est que 1% du territoire bruxellois est constitué d'une eau visible. Par contre, l'eau arrive quand on ne la désire pas. Elle arrive au moment des inondations, quand elle fait peur, quand on ne voudrait pas la voir. Donc une des premières questions que l'on a engagées, c'est comment contribuer à une culture de l'eau partagée. Bruxelles s'est fondée sur un marais. La culture de l'eau a disparu. On a voulu la faire disparaître. Aujourd'hui, l'eau qui tombe va dans des impétrants qui vont directement à la Seine, qui se rejettent dans le canal avec toutes ces pollutions. Donc le premier constat, c'est que l'eau n'est pas visible. Et quand elle apparaît, elle n'est pas désirée. Deuxième constat, c'est que c'est ce petit schéma. Bien que la commune de Forêt soit une des communes pilotes en gestion intégrée de l'eau pluviale, elle a des capacités très limitées pour répondre aux enjeux d'inondation du bas du coteau de Forêt. Et donc, sa manière de répondre, c'est d'aménager des rues, comme on le voit ici et là, en installant des noues et en plantant des arbres. C'est très intéressant, c'est plutôt cosmétique, mais ça ne répond pas à la question tout à fait. Parce que nous avons calculé qu'il faudrait aller 10 fois plus vite pour récolter 10 fois plus d'eau. Donc la question est la même que celle qu'on vient d'écouter auparavant. Comment mobiliser pour répondre à la question à la bonne échelle et à la bonne vitesse des espaces qui sont déjà existants? On parlait de bâtiments et de patrimoine. Et ici, un des patrimoines capital à Bruxelles, ce sont les parcs historiques créés au XIXe siècle sous Léopold II. Ils sont classés, on ne sait pas quoi en faire à part des vitrines du XIXe siècle qui sont d'une certaine manière intouchables. On découvre notamment avec le collectif Brusseau que tout autour de ces parcs-là, il y a des ensembles de voiries en haut des bassins versants qui ne prennent pas l'eau pluviale, qui ne captent pas l'eau pluviale. Donc on considère que ces espaces de parcs qui sont sur des sols de sable, une éponge sur la table, on va en parler. La table, c'est la table d'argile sur laquelle circule la Seine, pourrait jouer le rôle d'éponge. Donc concrètement, la proposition est de fabriquer une forme de réflexion qui est similaire à celle que Paola Vigano développe sur la Vestre, un bassin versant solidaire, où il faut mitiger le risque d'inondation en bas de la vallée et du coteau en collectant l'eau au fur et à mesure de son flux le long du coteau. Première étape, les parcs historiques. Il y en a ici un à Forêt et il y en a 15 ici sur cette carte, exactement dans la même situation à Bruxelles. Donc nous faisons la corrélation entre une situation singulière et la possibilité d'utiliser cette démarche comme un prototypage, finalement, de possibles solutions paysagères à venir. L'eau s'écoule le long des coteaux, peut s'infiltrer dans les couches superficielles du sol, pénétrer dans les sables, couler le long du coteau et rencontrer l'argile ici, où le rail, Charleroi, Bruxelles Midi, arrive. Et c'est là où vous avez en fait des sointements, l'argile, le sable, l'eau pénètre le sable, touche l'argile et sointe le long du rail. Donc on a une sorte de rail avec des flaques d'eau. Et pour ceux qui connaissent Bruxelles, ça va vers le Vils. Et le Vils, aujourd'hui, un espace très très disputé, notamment autour d'un espace qui s'appelle le Marais, où la nappe superficielle réapparaît. Donc la proposition est simple, utilisons ce rail non pas comme une limite et une contrainte, mais comme un nouveau réseau de paysages qui va d'une certaine manière fabriquer une sorte de réservoir à ciel ouvert qui va
collecter l'eau, la faire sointer, mais à l'échelle du territoire. Ça devient un projet qui s'appellera le Parc des Deux Rives, 7 km de Huclestal à la gare du Midi, qui est aujourd'hui dans les cartons. L'opportunité d'une consultation et d'une exposition, c'est aussi d'aller plus loin, pousser les limites. On a entendu parler de cette nécessité d'aller au-delà des limites. Et en fait, un tiers du bas de la vallée est occupé par les usines Audi. Ces usines Audi sont dans le principal corridor de vent qui pourrait ventiler la région métropolitaine, l'axe du canal de Bruxelles. Donc nous allons voir Audi, nous les visitons, 2018. Les portes s'ouvrent, puisque nous sommes dans le cadre d'une biennale de réflexion, que l'attitude du greenwashing complaisante nous permet d'ouvrir certaines portes, et on commence à interroger la mutation possible d'une certaine partie du parcellaire de Audi pour libérer du sol, donner de la place à l'eau, et peut-être donner au marais une condition de réémergence. Ce n'est pas le marais du 19e ni du 18e siècle, c'est un marais réinventé qui ventile la ville, fait circuler l'air, le purifie et nettoie l'eau. Nous sommes à côté de la centrale d'épuration de Forêt. Dernière pièce qui est ici convoquée, suite à cette exposition qui se déroulait à Beaux-Arts, une série d'institutions publiques ont visité les travaux et nous ont convoqués pour réfléchir avec eux sur le futur du parc Josaphat à Bruxelles. Avec la question qui était celle-ci, nos étangs sont en très mauvaise condition, les animaux meurent, la qualité sanitaire est exécrable et nous avons des problèmes de pluviométrie, de gestion de l'eau dans le site. En étudiant un peu plus près le sujet, on s'est aperçu que ce parc du 19e siècle, conçu sur une image de nature qu'on appelle le pittoresque, était en fait une succession de tableaux de nature complètement artificiels. Avant, ce parc était une vallée dans laquelle circulait un ruisseau, comme le long des étangs d'Ixelles. On a déconnecté le ruisseau de ces étangs. Aujourd'hui, l'étang va dans les égouts et on fait circuler de l'eau pluviale de ville pour faire fonctionner une cascade. Une hérésie totale au XXIe siècle. Le projet est simple. Redonnons de la place à l'eau, au fonctionnement naturel de l'eau, pour régénérer les étangs et, ce faisant, nous refamiliariser avec une culture de l'eau et dépasser le pittoresque, qui est aujourd'hui un canon du paysage. Tout le monde, ou une grande partie de la population, pense que le paysage idéal est un paysage du pittoresque, qui est finalement une image de nature, mais qui n'est pas la nature. D'où ce tableau qui nous est cher. Il s'appelle « La source d'amour ». La source d'amour raconte l'histoire de ce couple, a priori très amoureux, qui se rencontre là où l'eau émerge. Quand elle s'est infiltrée dans les sables, elle rencontre l'argile au niveau du parc Josaphat et elle émerge naturellement dans le parc Josaphat. Et c'est aujourd'hui encore, dans le parc Josaphat, la manière dont elle se présente dans le parc Josaphat, de manière très discrète. Juste une petite vibration d'eau à la surface de l'eau que nous utilisons. Et nous disons, via ce projet, cette peinture, que la présence de l'eau ne doit pas être, comme on l'a pu le faire dans les parcs paysagers précédemment, spectaculaire. Elle doit être proche de nous, mais nous devons nous rapprocher d'elle et cultiver un amour de l'eau. Où en est le projet du parc Josaphat ? Alors, le projet a été, alors si on veut rentrer dans les détails pratiques de cette histoire, un peu moins poétique, donc c'est une commande de la commune de Schaerbeek subsidiée par Bruxelles Environnement. Cette étude a été livrée l'année dernière. C'est un plan guide pour l'adaptation du parc Josaphat. Et elle se décline en 4 volets d'action, court terme, moyen terme, long terme, et puis vision prospective. Et l'idée, c'est d'appliquer ce que nous avons appris ici, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de travailler et retravailler un parc, mais d'utiliser le parc comme une infrastructure du territoire. Et derrière cette réflexion, c'est étendre au-delà du parc
C'est ça l'enjeu principal. Et notamment, un des enjeux ici, c'est le boulevard Lambermont, pour ceux qui connaissent, un boulevard extraordinaire dessiné au XIXe siècle, qui va muter pour notamment être une infrastructure qui va recueillir l'eau, qui aujourd'hui s'en va directement dans les impétrants, la recueillir dans un premier temps pour ensuite la collecter dans le parc Josaphat. Donc nous, on est en phase d'opérationnalisation. Voilà, maintenant, il faut la mise en musique bruxelloise. Je ne sais pas comment ça se passe à Liège. C'est toujours un petit peu plus lent que prévu, et c'est dans les cartons. Et le dernier épisode de cette réflexion, parce qu'on parlait du rôle des médias sociaux, c'est qu'on a été contacté la semaine dernière pour continuer la réflexion, contribuer à cette réflexion sur l'adaptation des parcs éponges, pour réfléchir sur le devenir du cinquantenaire à Bruxelles, dans le cadre d'une réflexion qui s'appelle 50-200, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vise à réfléchir dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la Belgique au parc du cinquantenaire, qui est aussi une image complètement dépassée. Et donc l'idée, c'est que va-t-il devenir demain? Que pourrait-il être demain? Et quand on parle de la gouvernance, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine avancée, c'est-à-dire que la problématique de l'eau est déjà prise vraiment à bras-le-corps. Il y a une accélération, il me semble, en tout cas dans les commandes qui s'énoncent, les commandes publiques. Il y a une reconnaissance et une accélération de la commande qui vise à réagir. Notre difficulté, notre critique, c'est que c'est la logique du moins pire, c'est-à-dire essayons de faire ce que nous pourrons faire avec les moyens du bord, mais on ne change pas de gouvernail, on ne change pas de paradigme. On fait avec les moyens du bord, et je crois qu'à un moment donné, les crises, les épisodes de crise doivent fondamentalement nous réveiller. On travaille actuellement le long de la Vestre, sur 6 sites qui ont été principalement touchés. On s'aperçoit qu'il y a un décalage entre les discours politiques et la volonté d'agir et la réalité de terrain, où finalement les communes restent globalement assez démunies sur leur capacité d'action. Donc oui, il y a une prise de conscience, mais l'opérationnalisation est vraiment en retard et n'est pas à la hauteur ni à la mesure des enjeux. Et il ne faut pas attendre 2 générations pour agir, on le sait très bien. Et par exemple, tu disais que tu avais commencé aux Pays-Bas pour cet intérêt par rapport à l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres projets que le bureau a entrepris par rapport à cette question de l'eau avant ce projet de 2018 et où tu penses que voilà, la gouvernance a porté vraiment un projet et a pu aboutir à quelque chose? Avant de travailler donc dans le contexte bruxellois, nous avions eu une commande assez importante dans le cadre du Grand Paris, où il s'agissait de faire muter un campus monofonctionnel dans une ville campus. Un site de 300 hectares sur un master plan de Xaver de Guetter et de Michel Desvignes. Et la structuration de cette ville campus s'est appuyée sur une grille d'eau qui était la condition préalable du développement de cette ville, parce qu'elle est sur un plateau au rebord d'une vallée inondable. Si on ne répondait pas à la question de l'eau là, on ne pouvait pas faire la ville. Et la réponse a été de développer une matrice paysagère qui gère l'eau. Aujourd'hui, on gère l'eau à l'échelle de 20 ans. Et vous avez vu les pluies récentes, c'est déjà des trentenales. On est déjà un peu en retard avec les prédictions. Les prédictions nous rattrapent tout le temps. Et là, on a géré l'eau à l'échelle de 100 ans dans ce projet. Et je pense que c'est ces questions de révision des échelles de temps. La Veste, on nous a appris que c'était une bicentenale, mais ce qu'on sait déjà, c'est que même si c'est exceptionnel, on va être rattrapé par les occurrences. Donc on doit vraiment, dans le jargon, on va dire, on doit adapter nos logiciels et on doit accélérer la réponse et changer nos paradigmes, fondamentalement. Je me demandais, FX et Cybrine, parce que donc cette commande est très spécifique. Auparavant, vous n'aviez pas véritablement réfléchi sur cette question de l'eau, si je ne me trompe. Mais... Non, et spécifiquement. Et ça veut dire aussi, parce que donc vous construisez beaucoup en Wallonie et à Liège,
qu'à l'échelle vraiment de l'habitat, ce sont des questions qui ne sont pas du tout encore prises en compte. Ben, les inondations ne le sont pas, sauf dans des cas spécifiques. Maintenant, le caractère précieux de l'eau, oui, certainement. Mais on est plus dans des automatismes. C'est-à-dire le citerne à eau de pluie, des choses comme ça. Oui, l'aménagement des abords. Et c'est un moyen, Ça fait partie d'un système. Mais ça reste tellement peu par rapport aux enjeux, de fait. Et c'est ça que la question de l'individuel, pour nous, était trop restrictive et qu'elle devait appeler la collectivité. Et tout à coup, s'étendre à un quartier, alors on parle d'urbanisme, alors de questions urbanistiques, et le cas présent, d'impliquer les villes ou les villages, suivant le milieu dans lequel on se trouve. Et vous pensez que c'est un projet que vous pourriez aller présenter justement à certaines villes ou villages pour un petit peu faire changer on parlait de gouvernance, de faire changer un peu les mentalités? Est-ce que chacun ici, on pourrait se poser la question, est-ce que je suis prêt à laisser mon rez-de-chaussée? Alors nous, finalement, la question, elle était fort facile on avait fort facile de répondre à cette question puisque le rez-de-chaussée ne nous appartient pas. Donc oui, tout à fait. Mais c'est la question de fond ici. La seule vraie question qu'on pose, c'est le rapport à la propriété. Oui, tout à fait. Et puis la notion de territorialité, quand on parle d'eau, est essentielle. Nous, quand on arrive dans un habitat individuel, on est déjà au bout de la chaîne. Je pense que la réflexion, elle doit elle doit venir évidemment bien avant, même si ce projet-là pourrait fonctionner et être construit, pour ça, on devra accepter que la Meuse reprenne un peu ses aises, même au niveau du centre-ville, qu'elle puisse déborder de manière plus régulière et qu'on accepte, qu'on ne la canalise plus entre deux berges. Et donc, toute cette volonté, elle est essentiellement politique au départ, effectivement, sur un tracé qui s'étend sur la totalité du territoire belge. Donc, je pense qu'à notre manière, effectivement, on a certains réflexes, on sait que l'eau est précieuse, et on doit, mais c'est plutôt comment nous l'utiliser, surtout celle qui vient d'en haut, entre guillemets, plutôt que celle qui vient du sol. Quoi. Donc, dans nos projets, en tout cas, en tant que praticien. Ce qui nous a guidés, c'est la qualité de vie. Et c'est ça que dans les documents qu'on a pu fournir, il y a une image ici qui n'apparaît pas, qui est une image de la place Cockerill, où on voit la Meuse venir sur la place. Montage qu'on avait fait à un moment où il était question d'un parking, c'est bien ça, hein? Oui, d'un parking sur la place Cockerill, mais tout un projet de parking souterrain. Et on avait profité d'un temps où finalement l'espace public était libéré de la voiture, je ne sais plus par quel concours de circonstances, et de se dire, tiens, cet espace, rien que sans voiture, le fait de ne pas avoir la voiture, c'est déjà merveilleux. Minéral, ok, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et puis de coller ça avec une photo de la côte belge. Et de se dire, oui, on y est, et quelque part, on est dans une situation finalement qu'on aurait pu rencontrer à 40 cm près. On était à cette photo-là en juillet 2021. Oui. Et donc, ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est que dans vos deux approches, justement, le point commun aussi que je trouvais intéressant, c'était la remise en cause totale de la technique, de la technicité, de l'hyper-technique. Si on le prend d'abord à l'échelle de l'habitat ou de l'architecture, on l'a vu, quand la durabilité est arrivée il y a une quinzaine d'années, la solution était uniquement technique. Et là, on va, pour reprendre le terme d'autres personnes, vers une certaine frugalité, une simplicité. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà, de votre point de vue, intégré par les architectes, mais surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est entendu par le politique, ou en tout cas pouvoir décisionnel qui donne des permis? Est-ce que c'est un discours qui est enfin entendu ou pas? Absolument pas. Non. Et là, c'est pas en tant qu'expert qu'on peut le dire, c'est en tant que personne de terrain. Non, on n'en a pas du tout l'impression. Maintenant, je serais curieuse d'avoir un regard plus
plus avisés à ce sujet-là, mais je crois que justement le fait de ne pas accéder à tous ces moyens techniques, à toute cette technique, à cette sophistication qui nous fait peur parce qu'elle nous semble éphémère, je crois que c'est tout à fait singulier et que ça en devient marginal. Mais bon, peut-être que dans 10 ans, on se dira « Ah !» Et toi, par exemple, par rapport à l'étude que tu as faite du parc Josaphat, où justement tu as démonté toutes ces logiques-là et tu essayes de revenir à quelque chose de plus... Ce qui est intéressant, c'était notre découverte. On n'a pas parlé de tout, mais il faudrait 3 expos. Mais donc, sous le parc Josaphat, il y a un collecteur général d'eau usée. Et en fait, ce qu'on a essayé de démontrer avec le bureau ARA, c'est qu'on pourrait retrouver une collecte de l'eau propre dans ce collecteur. En gros, mettre les égouts dans un petit tuyau au lieu de dans un grand tuyau et remettre de l'eau pluviale naturelle qui s'écoulerait dedans pour aller rejoindre la Seine, c'est ça l'idée, propre. Et c'est ça la vision, ça c'est 25 ans. Okay. Voilà, c'est ça Anvers, ça fait ça en 25 ans. Donc déconnecter l'eau pluviale des égouts. Donc, ça prend du temps. Et donc ça dépasse les mandats politiques. Donc ça, c'est la première difficulté. Comment un politicien ou une gouvernance peut se projeter sur 25 ans, c'est un des enjeux du paysage, finalement, d'une certaine manière. Et puis, pour répondre plus prosaïquement, c'est facile de transformer des parcs. Ça ne mange pas de pain. Si on communique bien, c'est dans l'air du temps. La grosse difficulté, c'est l'espace public. Donc aujourd'hui, on réaménage des places à Bruxelles où on dit 0 collecte d'eau pluviale dans les réseaux. Donc ça veut dire qu'on collecte dans les sols. Et donc tout de suite, l'appréhension, c'est et quid de mes caves, de l'humidité dans les caves, quid de la praticabilité de l'espace, du maintien du pavage, etc., etc. Donc on est encore dans une culture je pense, où le politique veut avoir une assurance de tout sur tout, et que la prise de risque, elle est relativement limitée, mais en même temps, elle souhaite bien faire. Donc, je pense que notre job, c'est d'essayer de faire cette médiation nécessaire entre le court terme et le long terme, de démontrer qu'il faut expérimenter, et on peut aussi se tromper. On s'est toujours un peu trompé, la frise historique nous le montre bien, et que, par contre, c'est intéressant de se tromper intelligemment. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur les erreurs, on peut les adapter. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Quand on veut recycler la canalisation de Josaphat, on revient sur une forme d'erreur. Donc c'est pas vraiment la frugalité, c'est d'abord le réusage là, dans cette démarche-là, le réusage de tout ce qui est possible et dans une certaine économie effectivement de moyens.